Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce troisième et dernier entretien avec Frédéric Bourboulon, producteur associé de Bertrand Tavernier dans une société de production et de Laurent Hellman et d'Alain Sartre, si je ne me trompe. Non, c'était à l'époque une société créée par Bertrand avec Philippe Noiret, Laurent Hellman et Philippe Sard. Et Philippe Sard, qui après s'est transformé dans le temps et nous étions plus que tous les deux sur la fin. Alors, donc, on parlait dans le précédent entretien de Capitaine Conan. Mais vous avez aussi été, alors là, coproducteur, je ne sais pas très bien quel était le statut, mais d'un des films les plus inattendus peut-être de Bertrand, celui qu'il a tourné aux États-Unis, qui est Dans la brume électrique, avec les soldats confédérés. Comment s'est passé ce film-là? Comment s'est-il monté? Comment avez-vous vu tout ça et les difficultés qui ont pu aller avec? Alors, celui-là, il a donné vraiment du fil à retordre. Et heureusement que le film est formidable. Moi, je l'adore. C'est un film, je suis obligé de parler un petit peu de ma vie personnelle, mais j'ai en 2005, eu un grave problème de santé qui m'a mis sur la touche et qui a fait que Bertrand avait signé un film donc avec un producteur américain qui était cette adaptation de James Lee Burke des morts confédérés dans la brume électrique, avec les morts confédérés, pardon. Et je suis arrivé un peu tard sur l'affaire, c'est-à-dire que les choses étaient déjà bien engagées, mais ce qu'avait pas vu Bertrand, il pensait que le producteur américain allait s'occuper de tout, financer tout, etc. Et il avait ce producteur américain qui au demeurant est quelqu'un d'excessivement sympathique, très cultivé et un très grand producteur. C'est quand même le producteur des derniers films de John Huston. Il a produit Au-dessus du volcan, il a produit Le Malin, il a produit les films de Tommy Lee Jones, dont ce formidable film Trois enterrements. Voilà, donc il signe avec Michael un contrat. C'était pas son truc de signer des contrats et de faire attention à ce qu'il y avait dedans. Il aurait dû se méfier, mon cher Bertrand, là. Donc, tout ça pour dire qu'à un moment donné, il fallait que le financement soit assuré prioritairement par la France. Donc, je me mets sur l'affaire du financement. Il n'est pas question que je produise comme je fais d'habitude, c'est-à-dire avec Bertrand en étant là tout le temps, être fabricant du film. Il a Michael pour ça. Donc, je monte le financement du film, la partie française du financement du film, heureusement assez facilement. Même si on a fait quelques petites opérations un peu délicates, comme celle qui consiste pour les Américains à déposer sur une banque américaine l'équivalent de la somme représentant le cachet du comédien principal. À l'époque, je crois que c'est 3,5 millions de dollars. Donc, il fallait quand même, avec des financiers qui nous disaient vous n'aurez notre signature et notre engagement définitif que quand Tommy Lee Jones sera tourné. Et pour faire signer Tommy Lee Jones et donc obtenir les financements, il fallait faire ce dépôt de 3,5 millions de dollars. Heureusement, j'ai un copain banquier qui est assez branché cinéma et qui a pris le risque pendant 2 semaines de me prêter 3,5 millions de dollars. Je crois que c'est la seule fois de ma vie et la dernière fois qu'on m'aura prêté autant d'argent. Bon, bref, donc je monte la partie française du financement, qui représentait à peu près les 3/4 du financement du film, et Bertrand part tourner, avec un contrat en bonne et due forme, avec cette espèce de spécificité que quand on tourne aux États-Unis, on est américain. Donc une société qui a été montée là-bas, au nom du film, etc. Et puis, au bout d'un moment, moi je travaillais sur un autre film, je montais un film de Jolivet à l'époque, qui s'appelle « Je crois que je l'aime ». Et un autre film de Niclou, et Bertrand m'appelle et me dit « Viens vite, ça va pas du tout ». Donc je me suis retrouvé en Louisiane, j'arrive là-bas, en pleine panique, le film est commencé depuis 2 ou 3 semaines, il y en avait 7 en tout,
Et Bertrand me dit, voilà, je m'entends pas du tout avec le monteur. Il va tourner des gros plans dans mon dos. On m'a jamais fait ça, etc. Donc on est en plein. Je dis tout ça pour illustrer le fait qu'on est en plein dans la différence culturelle entre les États-Unis et la France, c'est-à-dire Bertrand auteur et défenseur du droit d'auteur, et les Américains qui ne respectent pas le droit d'auteur, où le producteur est tout puissant et a le final cut des films. Donc, cette bagarre entre le producteur américain et Bertrand, qui s'est vite transformée en une espèce de, en tout cas pour le producteur américain, une espèce de crise d'ego terrible par rapport à sa stature, etc., qui savait mieux que tout le monde ce qu'il fallait faire, et qui commençait, alors Bertrand ne s'entendant pas ni avec le monteur, ni avec une partie des gens de l'équipe, etc. Donc, ça a été très compliqué, avec un Tommy Lee Jones quand même très difficile à diriger, qui est bourré dès 6 heures de l'après-midi, donc parfois même avant. Bon, avec Dexter Gordon sur Autour de minuit, il avait pris un peu l'habitude, Bertrand, de manipuler ce genre de... Mais enfin, c'était pas un personnage très sympathique à l'époque, Tommy Jones, vis-à-vis de Bertrand. Voilà, il était un peu esselé, un peu fragile, très en difficulté par rapport à toutes ces contraintes, avec des équipes pléthoriques qui bougeaient pas vite, avec aucun sens de l'improvisation, avec des lourdeurs comme seuls les Américains sont capables de... Je veux dire, c'est bien pour ça que John le Carré disait que les Américains étaient des Soviétiques avec un pli au pantalon, quoi. Une lourdeur administrative, etc., etc. Donc il a eu les pires difficultés à tourner le film et ça a pas loupé, désaccord total sur le montage. Et ça nous a pris 1 an de discussion avec avocats, etc., pour faire accepter l'idée qu'on avait eue très tôt, en disant, écoutez, faites votre montage pour les États-Unis, et nous, on fait notre montage pour le reste du monde. Voilà, ça nous a pris 1 an, il a fallu décaler le film, il a fallu repousser la sortie, je vous fais pas un dessin, des agios bancaires, et puis au bout du compte, après que les Américains aient eu fait leur montage, qui est terriblement différent, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les 2 versions, mais enfin bon, pour moi, il n'y a pas photo. C'est un prétexte, l'histoire policière est un prétexte pour autre chose dans le film. C'est un film faulknérien, c'est un film sur le passé qui n'est jamais passé. Voilà, c'est tout ça, c'est la résurgence de l'esclavage, des bayous, etc., de la guerre de sécession, c'est tout ce qui intéressait Bertrand. Et c'est tout ce qu'il n'y a pas dans le film américain. C'est drôle, il y a une quinzaine de minutes de moins où tout est fait pour que l'histoire policière soit au devant, comme ça. Ce qui est curieux, c'est que le film a marché là-bas, comme il a marché ici. Ouais. Donc voilà. Mais donc voilà, ça nous a mis énormément en difficulté. Je veux dire, heureusement que le film est beau et qu'à la fin, Bertrand a pu obtenir de Tommy Lee Jones qu'il refasse toutes les voix off que lui-même avait réécrit avec James Lee Burke. Voilà, il y a eu cette musique de Beltrami que Bertrand a quand même obtenue, ce Dixit Dominus qui vient à la fin, cette magnifique voix off de fin qui est tellement taverniesque, qui est faulknérienne, taverniesque et burkienne. Je fais ces écarts de langage à bon escient parce que c'est vraiment Bertrand là. C'est vraiment ce qu'il aime, ce qu'il avait déjà mis dans son film qu'il avait réalisé avec Robert Parrish, qui est Mississippi Blues, où il est parlé du Sud, comme ça. Voilà, cet ancrage dans le passé, ce goût pour l'histoire, peut-être quelque chose aussi, me semble, de ce qui reste chez Bertrand Tavernier, de son éducation catholique, et notamment de 2 choses qui, moi, m'ont frappé à la revoyure, à la énième revoyure du film, qui est l'idée de la miséricorde de Dieu et l'idée de la communion des saints. Je pense que c'est pas pour rien que Bertrand Tavernier a choisi de mettre à la fin ce morceau de Handel tiré du Dixit Dominus, qui est des torrente in via bibet propterea exaltabit caput. Il boit de l'eau du torrent et c'est pour ça qu'il redresse la tête. Où Tommy Lee Jones, qui joue Dave Robichaud, le détective, est à la fois accablé
par la dégueulasserie du monde, et soulagé d'avoir sauvé sa fille, d'une part, et puis résolu cette affaire et éliminé un méchant. Et il y a une espèce de relativisme qu'on trouve dans d'autres films de Bertrand Tavernier, mais qui m'a frappé. Et qu'on trouve aussi dans d'autres bouquins de Burke. Oui, bien sûr. Ces personnages de ces sœurs là qui sont après Katrina, qui redressent le pays, etc. Bien sûr que c'est très... Ils se ressemblent, Burke et Bertrand. Oui, comme Bertrand ressemblait aussi à Russell Banks, avec qui il avait essayé de faire ce film formidable tiré d'une des nouvelles de Russell Banks, d'un recueil qui s'appelle Un membre permanent de la famille, qui est la nouvelle Snowbirds, que j'encourage tout le monde à lire, parce qu'elle est absolument formidable, qui aurait fait un film formidable pour Bertrand. On n'a pas pu le monter, donc voilà, c'était un... Qu'est-ce qui a empêché de le monter, d'ailleurs? On avait développé le sujet avec une grosse société américaine. En France, personne n'en a voulu, parce que c'est un film en anglais, parce que c'était compliqué. C'est un film crépusculaire, dont le sujet principal est la vie après le deuil. Voilà, on y est. C'était un duo d'actrices magnifiques. C'était Suzanne Sarandon et Jennifer Jason Leigh. Donc, c'était pas rien. Mais en France, ça dit rien à personne. Voilà, il a été très meurtri après avoir donné au public, aux gens aux générations suivantes, ce magnifique testament qu'est le voyage à travers le cinéma français. Il a été très meurtri par ça. C'était un homme blessé par le refus justement des financiers principaux du cinéma français de même pas lire le scénario, de dire non, un film en anglais sur ce sujet. Voilà, donc on avait développé le film avec une société américaine qui est Amazon Studio. Et on est allé loin, puisqu'on avait donc le casting, on avait les repérages, on est allé en Floride, ça se passe à Miami, principalement, et dans les Adirondacks, au nord de l'État de New York. Voilà, tout était prêt, et il y a eu un changement de management à ce moment-là sur Amazon, dans Amazon Studio, et la nouvelle direction a décidé qu'ils ne développaient plus des films comme ça, et que voilà, c'était... Donc ils ont mis fin à et on n'a pas pu redresser le tir, ni avec Netflix, ni avec personne, parce que, comme on dit dans le métier, le sujet était un peu cramé. Voilà, et puis Bertrand est tombé malade à ce moment-là, et voilà, donc ça n'a pas arrangé les choses. Mais voilà, c'est un regret, ça. Vous avez mentionné le voyage à travers le cinéma français, qui reste un outil, je crois pour longtemps, un outil exceptionnel, pas seulement par l'érudition de son auteur, mais par le fait que c'est son voyage. Ça n'est pas destiné, c'est pas un truc de prof, même si on apprend infiniment de choses, y compris ceux qui aiment le cinéma et qui croient le connaître, qui apprennent beaucoup de choses. C'est le journal d'un amoureux du cinéma et qui fait partager son goût et donc forcément ses connaissances. Mais ce documentaire, ce document, comment a-t-il été monté? Quels obstacles a-t-il fallu franchir? C'était un vieux projet de Bertrand. Ça faisait longtemps qu'il rêvait de faire ça, qu'il a envie de se confronter à ça, à cette espèce d'explorer en cinéaste sa partie cinéphilique. Parce que c'est pas un travail d'historien, c'est un travail de cinéaste. C'est ça qui est époustouflant dans ce boulot. C'est qu'il regarde les films, il parle des films en cinéaste admiratif, parce que c'était avant tout ce qu'il était. Il était un admiratif de tous les gens qui faisaient du cinéma. Je l'ai rarement entendu dire du mal d'un film. Il trouvait toujours quelque chose à sauver dans un film. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est dans une pièce de théâtre, il allait chercher la dernière minute, la dernière tirade pour dire tiens, telle comédienne dans tel truc qui est épouvantablement mise en scène est formidable. Voilà, il avait ce goût-là et évidemment, sa cinéphilie, il fallait qu'il en fasse profiter. Je pense que vraiment, c'était ça, en faire profiter les autres. Tout simplement. Ça a été compliqué parce qu'on a eu un mal fou. C'est pas un film a priori difficile, ces interviews à filmer. Il y a quand même, c'est un film cher parce qu'il y a des extraits. Et les extraits sont vendus cher.
C'était la seule difficulté. C'est-à-dire que je crois qu'à l'arrivée, j'ai signé 1200 contrats d'extraits de films pour le film et la série, puisqu'il y a un film de 3h15 et une série de 8 heures, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, à part le générique. Et qu'on peut retrouver sous la forme de DVD. Et sous la forme de DVD ou de Blu-ray, évidemment. Mais la grosse difficulté, c'était d'obtenir les droits de tous ces extraits et aussi de les conformer. C'est-à-dire, bon, il y avait des extraits en 35, des extraits en vieux, des trucs pas restaurés. On a quand même fait restaurer, grâce aux archives du film, un des premiers films en couleur du cinéma français, qui est La Terre se meurt de Jean Vallée. Voilà, un film qui était parti aux oubliettes, qui est un film avec Charles Vanel et Vincent Scotto, qui parle des drames paysans, du problème du prix des cours des céréales dans la paysannerie française en 1936, je crois. Le film est de 36. Enfin, ce qui est incroyable, un film d'une actualité brûlante. Voilà, il y a eu tout ce travail pour retrouver les archives, pour aller fouiller partout. Non, mais c'est vrai que c'était très compliqué et que sans l'enthousiasme du responsable du patrimoine chez Gaumont, qui est Jérôme Soulet, qui a convaincu assez vite d'ailleurs, et j'avoue que Sidonie Dumas, patronne de Gaumont, a très très vite marché dans la combine. On a pu donc s'adjoindre en plus Pathé derrière, qui est aussi une société qui a quand même un goût du patrimoine certain. Il y a la Fondation Pathé, et Sophie Sédou est très 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 active dans la sauvegarde du patrimoine. Voilà. Donc ça s'est fait par ce biais-là, alors que ça faisait des années qu'on essayait de convaincre Studio Canal+, qui est le plus gros catalogue de films français. On pensait que ça serait notre partenaire idéal, donc ils sont pas venus. Donc voilà, donc ça s'est fait grâce à Gaumont et à Pathé, et ça a été magnifique. Ça a été un travail un peu long. Un peu difficile, un peu empirique, parce qu'il ne savait pas au départ ce qu'il allait faire. Je veux dire, on ne savait pas si on faisait un film, deux films. Alors, c'est compliqué d'aller vendre ça à une chaîne de télévision. Moi, finalement, j'ai renoncé. France 2, ils m'ont proposé une somme dérisoire pour un documentaire. Ils m'ont dit, mais est-ce qu'on paye un documentaire? Oui, mais enfin, là, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Arte me l'a refusé parce que ça ne rentrait pas dans les cases. Ben oui, parce que je ne savais pas ce que c'était qu'une case. Voilà, on ne savait pas ce que c'était... Donc, voilà, à l'arrivée, il y a un film de long métrage qui est magnifique et une série plus thématique, plus éditorialisée, qui est autour des cinéastes, etc., des thèmes. J'encourage vraiment tout le monde à regarder, parce que c'est un... si j'ai bien compris, le Blu-ray ou le DVD, les deux, a été très bien accueilli par le public. Oui. C'est-à-dire le bouche à oreille autour de ce travail est quelque chose qui a été extrêmement positif. Mais moi, à l'époque, Bertrand me parlait volontiers des difficultés qu'il avait autour du film, et je me souviens, au fond, j'ai eu tort, je l'ai pas interrogé sur comment il le faisait. C'est-à-dire qu'il arrivait, il vous disait, il faudrait, voilà, tel film auquel je pense, il faut qu'on essaie de le trouver, d'avoir les droits, ou ça se passait comment? Oui, ça a été très heureusement, grâce au travail méticuleux et de forçat de Emmanuel Serpin, qui était la documentariste et son assistante sur le film, qui est allé chercher partout des archives, dès qu'il lui parlait de quelque chose. Il avait dans sa tête un petit peu... Il voulait partir de son enfance, de ses premières images de spectateur, et dès le début, il a dit, je m'arrête en 70 parce que c'est l'époque où je deviens cinéaste et je veux pas me confronter à mes pairs et aller... et avoir l'air de faire, voilà. De distribuer les bons et les mauvais points. Alors, il y avait des cinéastes qui se chevauchaient, évidemment, qui ont tourné avant 70 et après, ce qui était le cas de Sautet. Mais bon, Sautet est plus un cinéaste des années 70. Enfin, il a pu boucler le truc avec Sautet. Mais voilà, il y a beaucoup de cinéastes qui sont venus après dont il ne peut pas parler. Je veux dire, il y a pas Assayas, il n'y a pas toute cette jeune génération de Pléchin, etc. Ni Clou. Et Dieu sait qu'il les aimait beaucoup. Mais ça s'est fait de façon... oui, il avait dans la tête cette première structure du long métrage, de parler de mon chat, de sa naissance, de son père, de Lyon,
ses premières images des bombardements, ses premiers, voilà, tout ce qu'il dit au début du film, et puis après, de son adolescence, sa rencontre avec Melville. Donc, c'est structuré assez bien. Il voulait beaucoup parler de Gabin. Voilà, ça s'est fait et finir sur son tête. Donc, le film, finalement, il a eu sa trajectoire assez vite. Donc voilà, il suffisait de suivre ce qu'il disait et d'aller chercher les interviews de Melville, les machins, les trucs. En plus, tout le monde s'y mettait. Je veux dire, je me souviens quand Yves Boisset nous a apporté la cassette avec l'engueulade de Belmondo sur le plateau qui engueule Melville. Je ne sais plus sur quel film c'était. C'est sur Léon Morin. Sur Léon Morin, oui. Où il le traîne dans la boue. Donc ça, c'est un extrait qui est magnifique. Et puis, bon, il a fallu... tout de suite, les héritiers Becker nous ont dit « Mais servez-vous, non, mais c'est tellement bien, etc. » Bon, voilà, les héritiers Audiard, pareil. Il y a eu des moments formidables. Puis il y en a eu d'autres un peu plus pénibles. On a dit « Ah ben non, nous, chez nous... nous, c'est de 10 000 € la minute, mais on ne peut pas. Alors, donc, il n'y aura peut-être pas tel ou tel cinéaste dans le film. Voilà, puis ça a fini par se... Mais à la fin, ça a fini par se faire. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Il fallait donc que j'impose, c'était la stratégie, le même prix à la minute d'extrait pour chaque... J'aimerais bien que on puisse adopter une législation à peu près identique à celle, pour une fois, que les Américains ont mis en place, qui est le fair use, qui est que pour ce genre de travaux et de documentaires, on ait un droit, en littérature, ça s'appelle le droit de courte citation, oui. Voilà, l'exception au droit d'auteur, qu'on puisse avoir accès. Mais c'est compliqué, parce que un extrait de bouquin, c'est facile. Un extrait de film, il y a beaucoup d'auteurs sur un film. Le musicien est un auteur, donc il faut aussi aller contracter avec les ayants droit des musiciens, etc. etc. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs scénaristes. Parfois, il y a l'œuvre originale. Pour un même extrait, parfois, il y a une dizaine d'interlocuteurs avec lesquels je suis obligé de contracter. Alors, vous avez parlé de ce projet dont l'absence de suite avait beaucoup marqué Bertrand. Et pourtant, c'était juste après un film de lui qui lui a eu aussi beaucoup de succès, comme d'ailleurs quand même beaucoup de ses films, qui est Quai d'Orsay. Quai d'Orsay, quand Bertrand Tavernier vous dit qu'il a l'intention d'adapter une bande dessinée, vous pensez quoi? Qu'il faut l'enfermer? Qu'il faut lui dire d'aller un peu à la campagne se reposer? Non. Vous pensez que c'est jouable? Oh bah oui, un sujet de film, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça a souvent été une page... Dans ma vie, j'ai rencontré parfois même rien. Il y a une légende qui roule sur Godard, qui serait entré un jour dans le bureau de Sard en lui disant « Je vais faire un film à partir de la 5e ou la 9e de Beethoven ». Et Sartre qui dit oui, et le script, il me paraît que Godard lui a balancé le disque sur son bureau en disant c'est ça. Bon, c'est un aparté, c'est une histoire qui m'a toujours amusé. Non, il m'appelle un jour en me disant c'est un copain, c'est un de vos collègues, qui lui a fait lire Quai d'Orsay. Et Bertrand a toujours eu, dans le fond de son cerveau, l'envie de faire un film sur la politique. On avait même commencé à en tourner un, bien que le scénario n'ait pas été écrit. Il voulait écrire avec Philippe Boucher l'histoire... Philippe Boucher, journaliste au Monde et spécialisé... Et à Radio France. Oui. Il n'avait pas fait une chronique à Radio France à un moment donné? Je ne suis pas sûr, mais peu importe, ouais, Philippe Boucher en tout cas. Vous êtes meilleur que moi là-dessus. Et oui, c'était le journal d'un amateur dans Le Monde, c'est ça. Et Philippe et Bertrand étaient partis de l'histoire personnelle de Bertrand, qui était que son beau-frère, le mari de sa sœur, était maire de Sainte-Maxime dans les années 75-80. Et briguait la mairie de Toulon, ou la région de... Et c'était un jeune loup du Parti républicain, le RPR de l'époque, l'UDR à l'époque, je crois, ouais. Et qu'il s'était endetté à mort, qu'il avait... D'après ce que me racontait Bertrand, c'était ça. Moi, je ne l'ai pas connu, c'était Émeric Simon-Laurière, donc jeune loup à l'époque, du parti, que Bertrand aimait beaucoup, malgré leurs différences de vue. Et un jour, il a été retoqué pour cette
campagne qui voulait... On lui avait préféré un autre candidat. Il s'était beaucoup endetté, paraît-il. Il est allé s'acheter un revolver ou une carabine, je ne sais plus, un revolver chez Gastine Renette, et il s'était tiré 2 balles dans la tête. On l'a retrouvé mort. Et Bertrand voulait écrire l'histoire d'un type sincère, d'un type qui serait venu en politique par le milieu syndical, par le milieu, toujours cette obsession du terrain, des types qui ont les mains dans le cambouis, etc., et qui serait monté comme ça dans la hiérarchie d'un parti et qui aurait fini par être dangereux pour les gens, alors qu'il aurait peut-être nommé secrétaire d'État pour mieux l'étouffer, etc. Donc c'était un peu, voilà, l'idée de construire, ça s'appelait Le jeune homme sage. Et quand il y a eu le congrès de Rennes en 1990, Bertrand m'a dit... Congrès du Parti socialiste. Congrès mémorable du Parti socialiste où les jospinistes et les fabusiens s'étaient étriés. Et Bertrand me dit « Oh, ça serait bien ». Il appelle Lucchini, qu'il convainc de jouer le rôle d'un jeune député PS, parce qu'il voulait en plus quelqu'un qui soit dans le parti gouvernemental. Ça ne l'intéressait pas d'avoir quelqu'un dans l'opposition à l'époque. Donc on part avec une caméra 35, le chef opérateur, moi, Bertrand et Philippe Boucher et Fabrice Lucchini, et on tourne. Et on tourne, Fabrice Lucchini votant l'émotion, discutant avec Chevènement, lui demandant pourquoi il avait rejoint la motion Popren, en disant mais comment je me souviens d'une phrase de Chevènement, lui disait, tu sais, je préfère ces fumeurs de pipe aux pompes décapotables dont les dents rayent le parquet plutôt que ces espèces d'intellectuels sortis de l'ENA. Enfin, des trucs un peu marrants, quoi. Bérégovois, tout ça. Donc, on a 20 minutes de film qui sont éblouissants. Et souvent, quand je rencontre Fabrice Lucchini, je lui dis, il faudrait vraiment qu'on trouve quelqu'un qui a envie de faire un film avec toi. Il y aurait un flashback extraordinaire. Donc, ça, en plus, il l'a fait avec un peu le maire, là. Et, oui. Je me souviens plus de son titre, oui. Machin et le maire. Alice et le maire, pardon. Qui est pas mal. Mais il m'avait rappelé en me disant, tu vois, je fais un film sur la politique, c'est con, on aurait dû inclure ça, peut-être c'était un flashback, il y a 40 ans d'écart, c'est formidable. Voilà, donc appel aux candidats. J'ai d'ailleurs écrit ça à Albert Dupontel, dont j'ai appris l'autre jour, qui a rendu un très bel hommage à Bertrand Tavernier. Oui. Donc je lui ai écrit pour le remercier et lui dire que j'avais beaucoup apprécié. Et je lui ai raconté cette histoire dans la même, parce qu'il paraît qu'il travaille sur un film politique. Donc voilà, je lui ai offert la possibilité de récupérer ce flashback s'il a envie de tourner avec Lucchini. Alors revenons-en pour terminer notre entretien à ce dernier film de fiction de Bertrand Tavernier, qui est Quai d'Orsay, très bien accueilli par le public et pour lequel d'ailleurs il fait rentrer quelques acteurs avec qui il avait travaillé il y a très très longtemps, comme Thierry Lhermitte, qui était dans Que la fête commence, mais qui avait un tout petit rôle, le rôle du... il y a tous les acteurs du Splendide dans Que la fête commence. Oui. C'est drôle, il les a repris un peu dans Les Enfants gâtés, pas tous, mais c'est vrai que c'est les premiers pas. Alors Thierry, c'est formidable. C'est pas le comédien choisi au départ par Bertrand. Bon, encore une fois, il y a un comédien qui a accepté dans un premier temps et qui a dit non après. Donc on s'est retrouvé encore dans une difficulté d'avoir à trouver un comédien alors que tout était lancé, etc. Mais Thierry, il a eu le truc en un quart d'heure. Il m'a appelé, il m'a dit mais attends, c'est cadeau. C'est cadeau. Et ça a été merveilleux parce que vraiment il est rentré dans le costume, lui, alors il a adoré faire ce film. Ça, c'est le dernier film de François Perrault, qui est magnifique, dans le rôle de son père. François Perrault, qui était dans Coup de torchon, qui était le colonel Tramichel, craque comme Tralala, et Michel comme la mère Michel, qui était l'officier qui cherche le soldat inconnu dans La vie, rien d'autre. Là, il y a des comme ça, il y a des personnages récurrents, toujours un peu... Alors, lui... Il est magnifique. Et c'est un film dans lequel on a découvert quelque chose de Nils Arestrup, qui joue le rôle du directeur de cabinet du ministre et qui est le contraire de son ministre, le contraire de cette agité du bocal. Cette espèce de chat comme ça qui résiste à tout. Le modèle était comme ça, hein, il paraît.
Ah oui, je le connais, moi, le modèle. Vous le connaissez. Je le connais, j'ai fait une Moi, je ne le émission connais avec pas, lui. j'ai Le croisé modèle une est fois, mais exactement comme ça. un type inoxydable qui Ouais. peut résister à toutes les tempêtes. Non, c'est très, très amusant. Il faut dire que ce que décrit Antonin, L'auteur de la bande dessinée. Antonin Baudry, donc, qui était le scénariste sous le pseudo d'Abel Lanzac de la bande dessinée. Donc, c'est sa vie. C'est lui qui était donc, la plume. Il n'était pas seul plume, d'ailleurs, mais il était coplume avec un garçon qu'on connaît bien, qui est Monsieur le maire, notre actuel ministre de l'économie, et qui joue d'ailleurs dans Quai d'Orsay son propre rôle, que croise Thierry Lhermitte à la sortie d'une séance à l'Assemblée. Et ça l'a beaucoup amusé d'ailleurs, notre ministre qui ne l'était pas à l'époque. Il n'était pas. Nous arrivons, Frédéric Bourboulon, au terme de ces 3 entretiens. Si vous parliez à quelqu'un qui n'a pas encore vu, soit parce qu'il a été cryogénisé pendant les 50 dernières années, soit parce qu'il arrive à la connaissance du cinéma, soit que trois films de Bertrand Tavernier par lesquels vous pensez qu'il faut rentrer dans son œuvre. Je sais pas. Et oui, je sais, c'est pas une question simple, mais c'est pas une question simple. C'est pas une question simple. Moi, j'y mettrais évidemment La vie rien d'autre, qui est pour moi le film que je place au-dessus de tout. Je mettrais Voyage à travers le cinéma français, parce que si on veut connaître un cinéaste, il n'y a pas mieux, je trouve. Et pour lui rendre justice, parce que c'est toute sa vie, et sa vie de cinéma. Et sans doute Le juge et l'assassin. Pour en faire 3, parce que Coup de torchon arriverait vite derrière. Et La mort en direct, film prémonitoire, en avance sur son temps. Et voilà. Mais et tous les autres. J'y ajoute tous les autres comme vous, mais en tête de tous les autres, j'y ajouterais personnellement L'Horloger de Saint-Paul, le premier film de Bertrand Tavernier, dans lequel je trouve qu'il y a tout Tavernier. Frédéric Bourboulon, merci. Mais c'est moi qui vous remercie.